à tous, chers élèves. Avant de répondre à un exercice, nous allons répondre à un contrôle numéro 2 sur la chimie, 3e année à PIC du collège, sur les leçons sur les réactions de quelques matériaux avec l'air. Également un petit exercice sur les solutions acides et les solutions basiques. Et avant de répondre à un exercice, lisez attentivement l'exercice et soulignez les mots clés, essayez de rédiger une solution et comparez-la avec celle de la page qui suit l'énoncé en cas d'échec. Lire attentivement si la solution, puis essayez de refaire l'exercice. Après, je vais essayer de rédiger la solution de façon très claire. Les exercices que je traite avec vous sont très variés et de difficulté progressive, comme vous pouvez le constater. Les solutions que je rédige sont très détaillées et nous apprendrons à bien traiter la situation étudiée. Et commençons tout d'abord avec un petit exercice sur l'oxydation des métaux. Eh bien, la première question est très simple. Relie par des flèches les éléments du groupe A aux éléments du groupe B qui leur correspondent. Un petit lexique. Le magnétite, ou appelé aussi en arabe oxyde d'Ilmirnatis. L'alumine, et vous avez là l'alumine qui est un produit d'une réaction qui se produit à froid du métal fer, je rappelle. L'oxyde de fer 3 aussi, c'est un produit d'une réaction qui se passe à froid. Le magnétite est un produit d'une réaction à chaud. Eh bien, l'oxyde cuivrique ou l'oxyde de cuivre, vous en connaissez, c'est une poudre noire. Commençons avec l'alumine. Eh bien, vous devez la relier à sa formule chimique. L'alumine, alors, c'est... Est-ce que c'est Fe2O3, Al2O3, CuO, Fe3O4? Eh bien, c'est... ça utilise... D'accord. Alors c'est L2, L2, O3. D'accord. L'oxyde cuivrique, c'est exact, le CuO. D'accord. Le magnétite, c'est... Il reste Fe3O4 et Fe2O3. Lequel des deux? C'est exact, c'est Fe3O4. D'accord. L'oxyde de fer, eh bien c'est Fe2O3. Passons maintenant à la question. L'alumine, L2O3,
oxyde cuivrique CO, le magnétite Fe3O4 et c'est Fe2O3. Suivante. Complète les phrases suivantes en utilisant les mots le nylon, dioxyde de soufre, CO, la combustion incomplète d'un matériau organique conduit à la formation d'un gaz qui est à la fois toxique et mortel. Le mot combustion engendre qu'il y a un carburant. Le carburant que vous avez utilisé, toujours c'est l'oxygène. Et une combustion qui est incomplète. Une combustion incomplète, qu'est-ce que ça veut dire le mot incomplète? Eh bien, ça veut dire que le milieu est pauvre en oxygène. Et par conséquent, cette combustion d'un matériau organique conduit à la formation d'un gaz qui a deux propriétés, il est toxique et il est mortel. Lequel? Vous avez deux gaz ici, vous avez le dioxyde de soufre et le CO. Alors lequel des deux? Eh bien c'est exact, c'est le CO, le monoxyde de carbone, CO. D'accord? Voilà, c'est monoxyde de carbone. La proposition suivante, la combustion du polystyrène conduit à la formation d'un gaz qui a la propriété d'être asphyxiant. Hein. Il provoque l'asphyxie. Et l'asphyxie, ça veut dire qu'il n'y a pas passage d'oxygène. Alors lequel qui a cette propriété? Eh bien, c'est le dioxyde de soufre de formule SO2. Dioxyde de soufre de formule SO2. Vous l'écrivez en entier. Eh bien, la troisième proposition, la combustion d'un matériau qui est conduit à la formation d'un gaz qui est toxique. Il a appris d'être toxique. Ça s'appelle ce gaz le cyanure d'hydrogène HC. Alors, quel est ce matériau? Lorsqu'on le brûle, il conduit à la formation du cyanure d'hydrogène. Eh bien, il est très connu, c'est le nylon. Voilà, le nylon. Voilà. D'accord. Voilà la réponse. D'accord, maintenant. Complète les phrases, utilisons. Oui. Comme ça, vous aurez le temps de réviser. Au cas où vous faites des erreurs. Voilà. Formation d'un gaz toxique et mortel, c'est le CO. Ce gaz, si je prends une parenthèse là, il est produit d'une réaction chimique qui se passe entre le carbone et le dioxyde de carbone. Puisque le dioxyde de carbone, c'est un produit c'est un gaz qui se forme lors de
lorsque la combustion est complète. Lorsqu'il réagit avec le carbone formé lorsque le milieu devient pauvre en oxygène, eh bien, il y a formation du monoxyde de carbone. Voilà. Pour équilibrer, on a besoin de changer ce coefficient stoichiométrique. 1 à 2. Comme ça, il y aura autant d'atomes de carbone et d'oxygène dans les produits que dans les réactifs de la réaction. La combustion du polystyrène conduit à la formation d'un gaz asphyxiant, le dioxyde de soufre. La combustion du matériel, c'est le nylon. Passons à la question suivante. Eh bien, l'action de l'air humide, ça veut dire que humide, ça veut dire que est chargé de vapeur d'eau. L'eau en vapeur. Sur les métaux, fer et aluminium conduit à la formation respective de la rouille et de l'alumine. Donnez l'autre nom de chacun de ces produits formés et leur formule chimique. Eh bien, la rouille, on l'appelle aussi, oui, comme vous l'avez deviné, l'oxyde. Voilà, l'oxyde de fer. L'oxyde de fer. Voilà. Sa formule, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, c'est Fe2O3. Voilà. 3 atomes d'oxygène liés à 2 atomes de fer. L'alumine, elle aussi, s'appelle l'oxyde. Là, c'est oxyde de fer 3. Oxyde de fer 3. L'alumine, ça s'appelle aussi, l'autre nom, l'oxyde ou bien oxyde. Voilà, oxyde d'aluminium. Voilà. Aluminium. De formule chimique Al2O3. Passons maintenant à la question suivante. Déterminer une propriété chimique de la rouille et de l'alumine. Eh bien, la rouille elle se forme sur un métal qui est le fer. Eh bien, le fer, vous l'avez vu, qu'il s'oxyde à froid en donnant, bien sûr, en donnant de la rouille. C'est une réaction très lente et la rouille formée, il a une propriété, il laisse passer l'oxygène et par conséquent, cette réaction se poursuit en profondeur, ce qui entraîne la diminution de la masse
du métal fer. Et donc le métal fer se corrode. Eh bien, la propriété de la rouille, elle est, on va l'écrire, elle est poreuse. Il laisse passer l'oxygène, poreuse. Et par conséquent, cet oxygène qui passe va de nouveau interagir avec le métal fer en profondeur, ce qui conduit de nouveau à la formation de la rouille, et ainsi de suite, jusqu'à la disparition totale du métal fer. L'alumine, il a une propriété, lorsqu'il se forme, il est imperméable à l'oxygène de l'air. Et par conséquent, l'oxydation de l'aluminium s'arrête, puisque c'est l'alumine qui le protège, et par conséquent, il ne se corrode pas. La masse de l'aluminium ne diminue pas considérablement. Oui. Et donc, une propriété, elle est imperméable. Voilà. Imperméable. Imperméable ne laisse pas passer l'oxygène de l'air, bien que le milieu est humide. Imperméable. Voilà. Question suivante, soit les formules chimiques suivantes, C2H3Cl, H2SO4, l'acide sulfurique, l'oxyde cuivrique, CH3NH2, l'acide nitrique, HNO3, le butane, C4H10, l'acide chlorhydrique, gaz, HCl, CH3, CH2, BR. La question est déterminée parmi toutes ces formules, celle qui représente ou celle d'un matériau organique. Eh bien, rappelons, qu'est-ce qu'un matériau organique? Eh bien, un matériau organique, il contient principalement ou essentiellement des atomes de carbone et d'hydrogène. On va voir quels sont parmi tous ces formules qui remplissent ce critère. Voyons, commençons par la première formule, C2H3Cl. Les atomes qu'il contient, il y a le carbone, l'hydrogène et le chlore. Et donc, voilà une première formule. Deuxième formule, là, il contient l'hydrogène, oui, mais il ne contient pas de carbone. Donc, ce n'est pas un matériau organique. Non. Le CuO, ça c'est l'atome de cuivre et l'atome d'oxygène. CH3NH2, oui, il contient des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène à la fois. Par conséquent, c'est un matériau organique. L'acide nitrique, il contient
l'atome d'hydrogène, mais pas d'atome de carbone. Donc ce n'est pas un matériau organique. Le butane contient des atomes de carbone, 4, et 10 atomes d'hydrogène. Donc il contient des atomes de carbone et d'hydrogène, donc c'est un matériau organique. L'acide chlorhydrique qui contient les atomes d'hydrogène et de chlore, c'est donc ce n'est pas un matériau organique puisqu'il n'en contient pas d'atomes de carbone. CH3, CH2, Br, oui, contiennent des atomes de carbone et d'hydrogène, par conséquent, c'est un matériau organique. Question. La réponse à toutes ces questions qu'on vient de voir. Voilà. L'oxyde de fer 3, pardon. L'oxyde de fer 3. Voilà. De formule effet 2O3. L'oxyde d'aluminium 1, 2O3, la nuit. Une première, elle est poreuse, là oui. L'alumine, il a une première, elle est imperméable au dioxygène de l'air. Les formules de matériaux organiques, C2H3Cl, C3NH2, C4H10 et CH3CH2Br. Passons. Voilà. La question suivante est, on se donne deux matériaux organiques A et B. La question est, parmi les matériaux cités dans la question précédente, c'est-à-dire la question 3, alors, sachant que la combustion du composé A conduit à la formation du dioxyde de carbone, de l'eau et du chlorure d'hydrogène, c'est chlorhydrique. Tandis que la combustion de B conduit à la formation des produits de dioxyde de carbone et l'eau. Je rappelle que le dioxyde de carbone, on peut le mettre en évidence grâce au test de l'eau de chaud, tandis que l'eau, on peut le mettre en évidence grâce au test du sulfate de cuivre anhydre, c'est-à-dire un poudre où il n'y a pas d'eau, une poudre blanche. Je rappelle, si il y a existence d'eau, le sulfate de cuivre anhydre change de couleur du blanc au bleu. Tandis que s'il y a existence de CO2, eh bien l'eau de chaud se trouve, puisque CO2 a cette propriété de rendre l'eau de chaud troublée. Question, quels sont les types d'atomes qui entrent dans la composition du produit du composé A? Et justifier votre réponse en déduire la formule chimique. Eh bien, pour connaître on n'a pas de formule chimique, ça c'est une question. Si on avait la formule chimique, c'est très simple, on peut en déduire les types d'atomes, mais là on n'a pas de formule chimique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire combustion? Ça engendre le mot combustion qu'il y a un comburant. Le comburant ici, c'est l'oxygène. Combustion conduit à la formation. Ça veut dire qu'il s'est passé une réaction chimique, voilà, où il y a des
réactif et la combustion de A. Ça veut dire que A est parmi les réactifs. Voilà, combustion de A. Combustion, ça veut dire qu'il y a un carburant. Le carburant ici, c'est l'oxygène, ou le dioxygène, pardon. Conduit à la formation de produits. Les produits de la réaction sont CO2, voilà, dioxyde de carbone, plus l'eau, voilà, H2O, plus HCl, chlorure d'hydrogène, voilà. Et bien, si ça c'est les produits, et bien les atomes constituent ces produits. Il y a l'atome de carbone, voilà. Il y a l'atome d'hydrogène, voilà. Il y a l'atome de chlore, Cl, et on a oublié un atome d'oxygène. Voilà. Tous ces atomes entrent dans la composition des produits de la réaction. Et bien, d'après la loi de conservation des atomes, qu'est-ce que nous dit cette loi? Que au cours d'une transformation chimique, ou réaction chimique, il y a conservation des atomes en nombre et en type. Là, ça veut dire que ça c'est les réactifs. Les réactifs c'est l'oxygène et le composé A. Ils sont composés aussi des mêmes atomes qui forment les produits de la réaction. Ça veut dire que le composé A et le dioxygène sont formés aussi de carbone, hydrogène, chlore, oxygène. Voilà. Alors, si on prend les atomes d'oxygène, ils ne peuvent provenir que du dioxygène. Voilà. Ça veut dire que le composé A est formé d'atomes carbone, hydrogène et chlore. Voilà. Et par conséquent, si vous vous souvenez des composés de la question précédente, eh bien, le seul composé qui contient ces trois atomes, carbone, hydrogène et chlore, il y a un seul composé parmi les quatre composés qui constituent le matériau organique, c'est le C2H3. Voilà. Et ça, c'est le composé A. Par conséquent, le composé A, il a cette formule chimique. Voilà la réponse. Vous allez la voir. Tout ce que j'ai dit, je l'ai écrit par la suite. Eh bien, c'est la question. Parmi lorsqu'il y a combustion du composé A, combustion, ça veut dire l'oxygène interagit avec le composé A, il nous donne le
dioxyde de carbone, l'eau et le chlorure d'hydrogène. Également, la combustion de B conduit à la formation des produits CO2 et H2O. Question: quels sont les types d'atomes qui entrent dans la composition de A? Justifie ta réponse. En déduire sa formule chimique. Eh bien, d'après l'équation A, on peut l'écrire A plus O2 nous donne CO2 plus H2O plus HCl. Les atomes constituent les produits sont le carbone, l'hydrogène, le chlore, l'oxygène. D'après la loi de conservation des atomes, ce sont les mêmes atomes que constituent les réactifs qui sont le composé A et le dioxygène. Et par contre, les atomes d'oxygène ne peuvent provenir que de dioxygène. Par conséquent, les atomes de carbone, hydrogène et chlore, tous ne peuvent provenir que de l'atome, du composé A. Et par conséquent, si le composé A est constitué d'atomes carbone, hydrogène, chlore, d'où la formule chimique c'est C2H3Cl. La loi de conservation des atomes. Passons maintenant à la même question, mais pour le composé B. Quels sont les types d'atomes qui entrent dans la composition de B? Je suis là, ta réponse. En déduire la formule chimique. Et bien, de la même manière, on va écrire que combustion, le B, ça veut dire que le composé B réagit avec le dioxygène de l'air. Voilà. Il nous donne les produits qu'on a vu. Il y a CO2, si vous revenez à la question précédente. CO2 plus H2O. Voilà. Eh bien, les produits de la réaction, les atomes constituent ces produits. Il y a le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Voilà. D'après la loi de conservation des atomes, les réactifs sont constitués aussi des mêmes atomes, carbone, hydrogène et oxygène. Les atomes d'oxygène ne peuvent provenir que du dioxygène de l'air. Par conséquent, les atomes de carbone ne vont provenir du composé B. Et donc, le composé B est constitué d'un matériau organique où il y a seulement les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène. Si je reviens à la question numéro 3, je vais voir qu'il y a un composé
un seul composé qui est un matériau organique, qui contient 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Ça s'appelle le butane. D'accord. Et donc B, composé B, c'est le butane C4H10. Question suivante, traduit la combustion du matériau organique A dans le dioxyde par une équation chimique. D'accord. Eh bien, on a trouvé que le composé A et C2, voilà, C2H3, c'est la combustion, ça veut dire la réaction avec le dioxygène. Il y a un carburant qui est dioxygène. Il nous donne le CO2, voilà, CO2, l'eau, et le chlorure d'hydrogène. Voilà. Maintenant, pour que ce soit une réaction chimique, il doit être équilibré. Et on va le faire, eh bien, pour la conservation des atomes d'oxygène. Dans les produits de la réaction, on a 2 plus 1, c'est 3. Là, on a seulement 2. Donc, ils ne sont pas équilibrés. Les atomes d'hydrogène, là, dans les réactifs, on a 3. On a 2. 2 plus 1, c'est 3. Donc, c'est équilibré. Le carbone, on a ici 2 dans les réactifs. Donc, le carbone, c'est 2. Par contre, là, on a seulement 1. Et donc, pour équilibrer les atomes de carbone, on doit multiplier ici par 2. Si on multiplie, donc, il sera équilibré. 2 égale 2. Le nombre d'atomes d'oxygène dans les produits de réaction, on a, je vais passer ça, d'accord. Je disais, pour les atomes d'oxygène, on a ici 4 plus 1, ça fait 5. Ça, c'est pour la conservation de l'atome d'oxygène. Dans les réactifs, on a 2 atomes. Eh bien, une molécule de dioxygène nous donne 2 atomes. Et donc, quelle est la solution? On aura besoin d'un nombre x, voilà, un nombre x, de molécules telles que x fois 2, voilà, x fois 2, c'est x fois 2, voilà, doit être égal au nombre d'atomes d'oxygène dans les produits de la réaction. Il y en a 5, égale 5. Et donc, on est amené à résoudre cette équation. Pour trouver l'inconnu qui est x. Et donc, x égale, voilà, 5,2. Voilà. Donc, si je remplace,
effacer tout ça. Alors, voilà. Effacer ça. Plus clair. Voilà. Plus 5, on a dit x égale 5 demi en 2 nous donne, souvenez, c'est 2 fois ici, 2 fois CO2. Donc, voyons maintenant si donc les coefficients, ces coefficients stoichiométriques, par exemple là, on sait que ces coefficients sont des entiers naturels. Ça veut dire qu'ils prennent les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Et donc, il faut quelle est alors la solution pour rendre tous ces coefficients des entiers naturels? Eh bien, la solution est très simple. On doit multiplier tous les coefficients par un nombre de telle façon que ce quotient disparaît et se transforme en un entier naturel. Alors, quel est le coefficient adéquat qu'on doit choisir? Eh bien, c'est un coefficient de 2, puisque 2 fois 5,5 égale à 5. On va supprimer le 2 du numérateur et du dénominateur. Et donc, on aura comme équation, je vais effacer ça. Donc, je vais effacer tout ça. Voilà. On aura l'équation suivante. Je vais l'écrire. 2 fois C2 H3 Cl plus 5 demi. 5 demi fois 2, ça veut dire 5. 5 molécules d'oxygène nous donne, on avait deux molécules de dioxyde de carbone fois 2, ça fait 4 CO2. Puisque on multiplie ce facteur tous les coefficients stoichiométriques de l'équation. Plus 2 fois H2O, puisque ce coefficient était de 1, une molécule d'eau. Plus, pareil, on avait ici une molécule d'un sel, donc 2 fois HCl. Voilà. Et donc, l'équation qui traduit la combustion matérielle 1, c'est celle-là, dans le dioxygène. Voilà. Ainsi, voilà, vous pouvez voir la solution. D'après l'équation chimique
P plus O2 donne CO2 de la même façon. Les produits de la réaction CO2 H2O sont formés d'atomes carbone, hydrogène, oxygène. Ce sont les mêmes atomes qui forment les réactifs. Le composé B est donc le dioxyde d'oxygène. Les atomes d'oxygène proviennent d'oxygène de l'air, donc le composé B est formé de carbone. Et par conséquent, d'après la question précédente, le seul composé constitué de ces atomes est le butane C4H10, dopé à une forme chimique de C4H10. La question suivante traduit la combustion du matériau organique composé A dans le dioxygène par une équation chimique. Eh bien, le but de la combustion étant l'air libre, le composé A et C2H3Cl plus O2 nous donne 2 fois CO2 plus H2O plus ACl. La conservation des atomes d'oxygène nous donne C2H3Cl plus 5,5 O2 nous donne 2 fois, puisque le nombre d'atomes d'oxygène ici c'est 4, ici c'est 5, donc 5,5 pour avoir 5. Maintenant, on multiplie tous les coefficients par 2, et ça nous donnera alors 2 fois C2H3Cl plus 2 fois 5 égale 5. 5 O2 nous donne 2 fois 2, ça fait 4 fois sur 2, et 2 fois 1, une molécule d'eau, 2H2O, 2 fois une molécule d'acide, donne 2 fois 5. Maintenant, passons à la question suivante. Précisez les dangers de la combustion du matériau A sur la santé et sur l'environnement. Et alors, on peut décomposer cette question en deux volets. Sur la santé tout d'abord, ensuite sur l'environnement. Sur la santé, il existe 3, donc on peut la décomposer, cette question sur la santé, ensuite sur l'environnement. Sur la santé, il existe 3 types de dangers lors de la combustion, puisqu'on cherche les dangers de la combustion. Je disais, il existe 3 types de dangers lors de la combustion du matériau A. L'incendie, si la combustion est mal contrôlée, l'asphyxie, si la combustion est réalisée en local, non ventilé, fermé, non aéré. Et le troisième danger, c'est l'intoxication par le gaz issu de la combustion de matériaux organiques constitue la principale cause du décès, surtout si l'expérimentateur n'est pas informé de la possibilité d'odeur de gaz toxique, puisque par exemple le butane que vous utilisez à la maison, il est mélangé avec un autre gaz qui a une odeur qui, s'il y a une fuite de ce gaz, du butane, eh bien, on peut le détecter.
grâce à l'odorat d'un autre gaz qui est mélangé au butane. Ça, c'est un exemple. Eh bien, en effet, la combustion du matériau organique A peut produire plusieurs gaz, du CO2, dioxyde de carbone, qui provoque une hyperventilation et favorise l'absorption des gaz toxiques. Également, la combustion du matériau organique A, il peut produire du monoxyde de carbone, CO, lors d'une combustion, surtout incomplète, si le milieu est pauvre en oxygène. Ce gaz se fixe, qui est le CO, le danger est puisqu'il se fixe sur l'hémoglobine du sang. Il empêche le transport donc du dioxygène. Il vient se mettre à la place des molécules d'oxygène et par conséquent le transport de l'oxygène, il empêche le transport du dioxygène aux organes vitaux comme le cœur et le cerveau. De plus, le matériau A brûle en dégageant du chlorure d'hydrogène HCl, qui est un gaz acide et irritant puisqu'il attaque les poumons. Et donc, on peut limiter la réponse ainsi. Maintenant, quels sont les dangers de la combustion des matériaux A, par exemple, sur l'environnement? Eh bien, les combustions massives de matière organique ont provoqué l'accumulation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère simultanément. Les forêts qui absorbent le dioxyde de carbone grâce à la réaction de photosynthèse. Comme vous le savez, la réaction de photosynthèse, puisque la lumière qui se projette sur la chlorophylle, eh bien, il nous donne de l'oxygène et d'autres produits, notamment les glucoses. Ils subissent, alors les forêts, je disais, ils subissent des abattages d'arbres dévastateurs et l'effet de serre, il est d'une part très utile pour éviter de très fortes variations de température sur la surface terrestre. Ces dernières années, il s'est amplifié excessivement grâce à ce gaz, dioxyde de carbone, puisque la température moyenne du globe s'élève de quelques degrés Celsius. Il entraîne alors un dérèglement climatique inévitable. Donc tout ce que j'ai dit, je l'ai comme solution à la question. Vous allez vous en apercevoir, vous allez voir la réponse qui est écrite. Les dangers de la combustion matérielle sur l'environnement, sur la santé, on l'a précisé, et ensuite sur l'environnement, on disait que sur la santé, il existe 3 types de dangers lors de la combustion du matériau A: l'incendie, si la combustion est mal contrôlée, et il peut provoquer aussi l'asphyxie
si la combustion est réalisée en local fermé ou non aéré, non ventilé. Également, il peut provoquer l'intoxication par les gaz issus de la combustion en matériaux. Il constitue la principale cause du décès si l'expérimentateur n'est pas informé de la possibilité d'odeur de gaz toxiques. En effet, la combustion du matériau organique peut produire, on a dit, du dioxyde de carbone, CO2, qui provoque une hyperventilation et favorise l'absorption des gaz toxiques. Également, du monoxyde de carbone, CO, lors d'une combustion incomplète. Ce gaz se fixe sur l'hémoglobine du sang, empêchant le transport du dioxygène aux organes vitaux, le cœur et le cerveau. Voilà. De plus, le matériau A brûle en dégageant, on a dit, du chlorure d'hydrogène, qui est un gaz acide et irritant attaquant les poumons. Maintenant, les répercussions sur l'environnement. Ah, vous allez voir la réponse tout de suite que je viens d'expliquer. Eh bien, les combustions massives de matière organique ont provoqué l'accumulation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère simultanément. Les forêts qui absorbent le dioxyde de carbone grâce à la réaction de photosynthèse et subissent des abattages d'arbres dévastateurs. L'effet de serre, on a dit, est très utile pour éviter de très fortes variations de température sur la surface terrestre. Il s'est amplifié excessivement grâce à ce gaz. La température moyenne du globe s'élève de quelques degrés Celsius, entraînant un dérèglement climatique inévitable. Voilà. Passons maintenant à un dernier exercice sur les solutions acides et basiques. On considère les solutions aqueuses suivantes. On a 3 solutions A, B et C. Et vous voyez les valeurs de pH qu'on a mesurées pour chaque solution. La première question, avec quel moyen on a mesuré le pH de ces solutions? Justifiez votre réponse. Eh bien, si vous remarquez, vous voyez que les valeurs de pH ne sont pas tous des entiers naturels, mais des valeurs décimales, notamment pour le pH de la solution A et de la solution C. Et par conséquent, ces valeurs ne peuvent pas être mesurées à l'aide du papier pH, puisque le papier pH ne nous donne pas des entiers, des valeurs décimales. Alors, quel est le moyen? Eh bien, c'est le pH mètre qui peut nous donner ces valeurs. Et donc la réponse, à l'aide du papier
le moyen, c'est à l'aide du papier, à l'aide d'un pH mètre, pardon, puisque les valeurs de pH ne sont pas des entiers naturels, mais des valeurs décimales. Question 2. Classer les solutions dans le tableau en solutions acides, basiques ou neutres. Eh bien, vous avez vu en cours qu'une solution acide 600 pH est inférieure à 7. Il sera neutre 600 pH égale à 7 et il sera basique 600 pH et supérieur à 7. Bien sûr, il est inférieur à 14. Appliquant cette règle, la solution A a un pH de 9,5, donc la solution A, elle est supérieure, la valeur de pH est supérieure à 7, et donc elle est basique. Voilà. La solution B, il a un pH égal à 7 et donc elle est neutre. La solution C a un pH qui est inférieur à 7 et donc elle est acide. Voilà. Et passons maintenant à la solution. Vous allez voir. Avant de passer à la dernière question. Voilà, vous voyez là, on considère les solutions suivantes. Voilà, la solution A est basique, puisque son pH est supérieur à 7. La solution B est neutre, puisque son pH est égal à 7. Et la solution C, de pH 2,3, elle est acide, puisque son pH est inférieur à 7. Et donc, le moyen qu'on a utilisé, c'est le pH mètre, car les valeurs de pH ne sont pas des entiers naturels, mais des valeurs décimales. Question suivante, classer les solutions dans le tableau solution acide, basique ou neutre, on l'a fait. Passons maintenant à la dernière question. Voilà. Dernière question. On ajoute la solution C de pH 2,3 à l'eau distillée. Question A. Qu'appelle-t-on cette technique et quel est son rôle? Eh bien, la réponse est très simple. Vous l'avez vu en classe. Cette technique s'appelle, lorsqu'on ajoute un acide à l'eau distillée, ça s'appelle une dilution. Son rôle est de rendre la solution mère, ici la solution C, le rendre moins dangereuse, puisqu'il est possible en diminuant sa force d'acidité. La question B, comment la valeur de pH de la solution changera-t-elle après cette expérience et comment varie la basicité de la solution? La valeur de pH après dilution, la solution obtenue, il aura un pH supérieur à 2,3 mais inférieur à 7.
puisque il y a une règle qui dit à dilution infinie, un acide fort devient un acide faible, sans toutefois devenir se transformer en une base. Ça, c'est impossible chimiquement. Eh bien, la valeur du pH de la solution va augmenter de 2,3 une valeur supérieure à 2,3 et reste inférieur à 7. Le nombre d'ions H+, qui caractérise la solution acide par litre va diminuer, alors que le nombre d'ions hydroxyde HO- par litre va augmenter. Et par conséquent, la basicité va augmenter, la basicité de la solution. Dans la page suivante, quand vous allez l'apercevoir. On ajoute la solution C et qu'appelle-t-on cette technique? Quel est son rôle? La réponse, cette solution s'appelle une dilution. Son rôle est de rendre la solution C la moins dangereuse possible en diminuant sa force d'acidité. Voilà. La question est comment la valeur de pH de la solution changera-t-elle après cette expérience? Et comment varie la basicité de la solution? Eh bien, la valeur de pH de la solution va augmenter et le nombre d'ions H+ par litre va diminuer, alors que le nombre d'ions HO- hydroxyde par litre va augmenter. Ainsi prend fin cette vidéo. À la prochaine vidéo sur un autre contrôle pour bien assimiler le cours, réviser vos cours. À la prochaine. Au revoir.